Un rond, un carré. Dis Mickaël, tu sais assembler ces deux pièces? Vous êtes déjà demandé comment concilier une vie pro bien remplie avec une vie perso qui l'est tout autant? Pour répondre à ces questions, nous rencontrons Mickaël Bernard. Bonjour Mickaël. Bonjour. Tu es fondateur et business coach pour LexD, qui accompagne les avocats dans le développement de leur carrière et de leur cabinet. C'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégration pro-perso plus que d'équilibre pro-perso qui suggère des concessions de part et d'autre. Selon toi, est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques qui permettent de déterminer qu'on a un mauvais équilibre, une mauvaise intégration pro-perso? En général, quand on perd l'équilibre, on s'en rend compte. Alors effectivement, le terme d'équilibre est de plus en plus mal perçu pour une raison qui est somme toute assez intelligente, c'est que quand on parle d'équilibre, on oppose les deux. C'est-à-dire qu'on va opposer la vie pro et la vie perso sur les deux plateaux d'une même balance, mais qui du coup vont être en conflit l'un avec l'autre. Cette sensation de conflit, on peut la ressentir de temps en temps quand on est le nez dans le boulot, on se rend compte qu'on n'a pas accordé assez de temps à sa vie perso ou à ses enfants ou à ne serait-ce que prendre soin de soi, de sa santé. Bon, et inversement, quand parfois on passe du temps avec ses enfants, on peut être en train de penser au boulot, en train de se dire qu'il y a des choses qui vont pas. Quand on se rend compte que justement on est censé être en train de vivre un moment perso et on est en train de penser au boulot, ou au contraire quand on est au boulot qu'on n'arrête pas de penser à ses prochaines vacances, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose à faire. Et parfois, ce signe il va se manifester par le corps. On tombe malade, on a un accident, on se fout le lèche-fille. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, en fait il y a une explication inconsciente qui est que notre corps nous dit stop. En tout cas, pour ce qui est dans mon corps de métier, dans le conseil, ou pour mes clients qui sont des gens qui produisent du service et qui offrent des services intellectuels à leurs propres clients. Leur instrument de travail, c'est eux. Leur instrument de travail, c'est eux, et s'ils prennent pas soin de leur corps, il y a un moment où ils pourront plus travailler. Et souvent, le marqueur, l'indicateur qui permet de savoir que l'intégration est rompue, l'équilibre est rompu, c'est justement que le corps va manifester quelque chose. Et ça peut prendre plein de formes très différentes, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être une nouvelle addiction. Donc il faut s'écouter. Donc c'est des signaux faibles. C'est un peu facile de dire ça, il faut s'écouter. Effectivement, les signaux sont faibles et surtout, en tout cas, je ne peux te parler avec précision que des gens que je fréquente le plus, que mes clients, et qui sont dans ce métier-là d'avocat, mais qui ressemblent à bien d'égards à beaucoup de métiers de chef d'entreprise, en tout cas d'entrepreneur. Et dans le métier d'avocat, ces marqueurs, on les voit pas tout de suite, parce qu'on passe notre temps à entendre des gens nous dire « dans ce métier, il faut se surinvestir, il faut se surimpliquer ». J'avais un copain, je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, qui était stagiaire dans un cabinet, il faisait 16 heures par jour. Et on lui disait « Bastien, il faut que tu t'impliques encore plus ». Et je me demandais quand est-ce qu'il pouvait s'impliquer encore plus Il restait 8 heures pour dormir et faire le reste de sa vie, quoi. Donc, bon, il y a des excès, il y a des dérives, d'ailleurs, on en entend parler un peu dans la presse, mais les signaux faibles, pour revenir à ta question, les signaux faibles sont parfois difficiles à entendre parce que culturellement, dans certains métiers ou dans certaines activités professionnelles, il est coutumier d'entendre il faut s'investir, il faut se surinvestir, et ça contribue à effacer un peu la frontière entre le raisonnable et l'excessif. D'accord. Alors justement, tu parles à l'instant du temps de travail, et c'est un point intéressant parce que quand on est entrepreneur, mais justement, on a un projet qui nous est cher et on peut passer beaucoup de temps. Est-ce que finalement, le temps de travail, c'est un vrai problème d'intégration pro-perso? C'est une question intéressante. Je ne crois pas que la mesure du temps soit déjà le seul critère indicatif. Finalement, c'est pas si significatif que ça. Je crois que tu as été entrepreneur toi aussi, je le suis. Quand tu as ton entreprise, tu y penses H24 en fait. Tu es tout le temps en train d'y penser. Tu fais du 100% de ton temps de travail. J'avais une époque où je faisais du mi-temps, par exemple. Je travaillais 12 heures par jour. Mais voilà, donc la mesure du temps n'est pas forcément pertinente. Il y a des phases quand tu travailles où tu vas avoir besoin de mettre un coup de collier, soit parce que ton activité est cyclique, qu'elle est saisonnière. Je pense que là, on vient de passer les fêtes de Noël. Je pense que certains business, là, pendant les fêtes de Noël, ont dû être extrêmement sollicités, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font un pourcentage non négligeable de leurs chiffres sur le mois de décembre. Et donc là, le temps, c'est-à-dire, tu le mesures juste pas. Et après, tu vas avoir des activités peut-être un peu moins cycliques où tu peux commencer à essayer un peu de rationaliser. Le lien avec ta question, c'est l'appréhension du temps. Et notamment la matrice d'Eisenhower, dont on a beaucoup entendu parler dans la distinction entre l'urgent et l'important. Le fait de ne pas réfléchir à tout ça fait glisser finalement toutes les tâches qui nous incombent dans la case à la fois urgent et important.
qui en principe est réservé aux crises. Ce qui est urgent et important, c'est quand l'école t'appelle pour te dire que ta petite fille a un problème, il faut venir la chercher. Voilà. Ça c'est urgent et important, tu laisses tomber tout le reste et tu vas chercher ta petite. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, tu vois. Mais elle va bien, rassure-toi, c'était juste un petit truc. Cela dit, au moment où j'ai reçu le coup de fil, j'étais en train de, je sais plus ce que je faisais, oui, en bon entrepreneur que je suis, j'étais en train de faire ma compta de 2022. Bah, j'ai laissé tout tomber et je suis allé chercher la petite. Mais tout ne devrait pas être dans cette case-là. Or, bien souvent, quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant j'en peux plus, je suis rincé, je remarque qu'en réalité, parce qu'ils ne se posent pas la question de l'urgence, de ce qui est réellement important et de ce qui fait la différence entre ce qui est urgent et important, alors tout finit par devenir les deux. Je parlais à l'instant de la matrice d'Eisenhower. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Quel est le plan d'action finalement? Par quoi je dois commencer? Il faut prendre conscience qu'il y a deux façons de voir le temps. Soit on voit le temps comme des échéances, alors arrivera un moment où on va rentrer dans l'urgence, parce que l'échéance c'est pour demain, ou c'est pour tout à l'heure. Il y a un TED super de Tim Urban sur le sujet qui s'appelle Dans la tête d'un maître de la procrastination, que je t'invite à aller voir, où il explique que quand l'échéance arrive, on a une sorte de panic monster qui arrive et qui fait que finalement, on fait la tâche parce qu'il y a eu une échéance. Et puis il y a les tâches qui n'ont pas d'échéance. Et c'est une appréciation du temps, cette fois, sur la qualité du moment, la qualité de l'instant. Et on est beaucoup plus dans de l'important, du coup. Qu'est-ce qui n'a pas d'échéance, par exemple? Prendre soin de soi. Il n'y a pas d'échéance là-dessus. Si tu vas pas au sport aujourd'hui, tu pourras y aller demain. Si tu fais pas ton footing cette semaine, tu pourras le faire la semaine prochaine. Si tu n'arrêtes pas de fumer tout à l'heure, tu arrêteras le mois prochain. La bonne résolution, tu la passes au 1er février. Mais il n'y a pas vraiment d'échéance, tu vois. Prendre soin de ses proches, prendre des nouvelles de ses proches. Les gens qui sont vraiment importants pour nous. Finalement, on passe de moins en moins de temps avec eux. Plus la vie avance, moins on les voit. Et c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'échéance là-dessus. Quand est-ce que tu peux dire à un moment, ça y est, j'ai perdu un ami parce que j'ai pas pris assez de nouvelles de lui ou d'elle? Il n'y a pas une date où tu mets ça. Donc si tu veux, c'est deux façons d'appréhender le temps qui sont très différentes. Et le problème, c'est que notre cerveau nous trompe et nous focalise sur les urgences, au lieu de nous focaliser sur l'autre façon d'apprécier le temps, qui est la qualité de l'instant. Et là, je suis en train de vivre un moment de qualité avec mes enfants, par exemple. Je suis en train de passer un moment, pour moi, où je vais prendre soin de moi, où je vais méditer pendant 10 minutes. Je vais essayer de penser à rien. Je dis bien essayer parce que c'est une des choses les plus difficiles au monde. Mais cet étirement de l'esprit qu'on peut faire pendant 10 minutes, il peut sauver une journée. Mais la plupart du temps, on n'y pense pas à cause des urgences, à cause des échéances. Et il y a un petit point de repère que je vais te donner, que je trouve assez fort. Je sais plus où j'avais lu ça, mais vraiment, moi, ça m'a énormément parlé. Les urgences, elles vont se manifester, elles vont t'obliger à rester focalisé sur l'urgence pour 3 raisons principales. La première, c'est que culturellement, c'est quand même vachement plus sexy d'être dans l'urgence que de pas être dans l'urgence. En d'autres termes, quand on te demande « ça va toi en ce moment ?» et c'est vachement plus sexy de répondre « tu sais, moi en ce moment je suis débordé, je fais plein de trucs et tout », que de dire « tu sais, moi, je me tourne un peu les pouces là en ce moment, je médite. » Tu vois. Donc, culturellement, déjà, sociétalement, on nous pousse à être un peu dans l'urgence, parce que c'est plus sexy. Mais ça, j'ai envie de dire, ça se traite. Tu vois, une fois que tu as pris conscience de ce truc-là, ok, tu peux faire un effort pour essayer d'être moins dans le présentéisme et plus dans l'efficacité, passer moins de temps au bureau, mais être plus efficace. Tu peux essayer de faire ça. Le truc, c'est qu'il y a 2 autres pièges dans lesquels tu tombes. Donc le piège sociétal, ensuite tu as le piège physiologique. On s'est rendu compte que quand tu gères une urgence, tu vas produire les mêmes hormones et tu vas avoir la même réponse chimique dans ton corps que quand tu te livres à une addiction. Genre quand t'es fumeur et que tu fumes ta clope, ou quand t'es alcoolique et que tu bois ton verre de vin ou ton verre d'alcool, ton corps a une sensation de contrôle, de maîtrise, t'as l'impression d'être le roi du monde, tu vois. Sauf qu'il est prouvé que déjà émotionnellement ça stoppe ta maturité émotionnelle, et surtout, quand tu gères une urgence, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que l'adrénaline qui est générée par l'urgence, le sentiment d'avoir réglé un problème, d'avoir géré une urgence, on en devient addict. Et il faut se désintoxiquer de l'urgence. Pour certaines personnes, c'est très compliqué. Certaines personnes ont l'impression de réussir parce qu'elles gèrent des urgences, parce qu'elles règlent des problèmes. Alors, je veux bien croire que le fait de régler un problème participe à l'apprentissage de la vie, c'est comme ça qu'on progresse, mais c'est pas nécessaire de le faire dans la douleur, c'est pas nécessaire de le faire dans l'urgence. Là encore, on est sur quelque chose sur lequel tu peux avoir prise.
Le troisième, et qui est beaucoup plus difficile, et beaucoup plus inconscient, c'est pour ça qu'il est plus difficile, c'est qu'en réalité, être dans l'urgence nous permet de ne pas affronter les vrais problèmes. D'être dans la fuite. Voilà. Je sais que j'ai un problème de surpoids, mais j'ai pas envie de l'affronter, donc je vais continuer de bouffer des merdes toute la journée en étant derrière l'ordi et en me sentant comme un taré. Et je vais me plonger dans le boulot pour pas avoir à penser à ça. Je sais que j'ai un problème de couple en ce moment, je passe pas assez de temps avec ma moitié, mais j'ai peur d'affronter ce problème-là, donc je vais me focaliser sur le boulot, et en fait l'urgence devient une excuse, si tu veux. Ça permet de fuir le problème principal que je devrais régler, et que j'ose pas affronter, consciemment ou pas. Et si tu veux, le travail qu'on fait avec mes clients, parfois il est de conscientiser ça, même si ça peut ressembler à de la thérapie, c'en est pas. Le but du jeu, c'est juste de dire, ok, voilà ce que sont les problèmes, voilà pourquoi finalement je reste bloqué dans l'urgence, des pistes de réflexion, et derrière, de se poser la question, comment je peux faire? Et j'en reviens maintenant du coup à ta question, je suis désolé pour ce long préambule. Il y a différentes échelles qu'on peut observer. Se fixer des objectifs à très long terme, ça peut être une bonne chose, mais souvent ça peut être décourageant, parce que c'est très loin et la montagne paraît impossible à franchir. Se fixer des objectifs à très court terme, c'est pas mal, mais on reste dans la question des échéances. On reste dans l'idée de se dire, bah voilà, là il va y avoir des urgences forcément parce que je me suis mis la tâche pour aujourd'hui ou pour demain. Ok. On peut manager de cette manière-là. L'image que je prends souvent, c'est quand tu marches dans la rue, le mieux c'est de pas marcher avec des jumelles, parce que si t'as tes jumelles comme ça et que t'es en train de marcher, il y a des trucs que tu verras pas, tu vas te péter la gueule. Donc le truc qui est à très long terme, qui est très loin, finalement ça t'aide pas à manager. Et inversement, si tu avances dans la rue avec un fisheye ou avec ces boules qu'on utilise en photographie pour essayer d'avoir une vue grand angle, ça va vachement te déstabiliser, t'avanceras pas normalement et tu risques aussi de te péter la gueule. L'idée c'est d'avoir la bonne échéance, la bonne intuition. Le truc c'est que moi ce que je travaille avec mes clients, c'est une fenêtre de 3 mois, avec des objectifs à 3 mois, parce que c'est 90 jours, c'est 13 semaines. Dans 13 semaines, je voudrais avoir atteint ce résultat-là. Et ensuite, on décompose justement en semaines. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour avancer sur ce résultat que je vais atteindre dans 3 mois? Et ça permet d'identifier chaque semaine, finalement, des grandes priorités. La priorité de ma semaine, c'est ça. Alors, pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce que je vais accompagner des avocats sur des compétences qui sont extra-professionnels quelque part. Les avocats, ils ont été formés au métier d'avocat, et moi, je les ai accompagnés sur le métier de chef d'entreprise. Donc, ils ont leur cœur de métier à exercer, le métier d'avocat, mais moi, je vais les aider à développer leur cabinet, et donc les forcer à travailler sur des choses qui n'est pas de leur cœur de métier. Mais on pourrait très bien faire le parallèle avec leur vie perso. Quelles sont les grandes priorités que j'ai cette semaine dans ma vie perso? Quelles sont les grandes priorités que j'ai cette semaine sur tel objectif pro ou tel autre objectif pro qui ne rentre pas dans mon cœur de métier, mais qui va finir par être important si je n'y prends pas garde? Et en identifiant 3 ou 4 priorités par semaine, déjà c'est beaucoup. Et en se disant, à chaque fois que je vais avoir un moment de libre dans ma semaine, tiens, c'est peut-être le moment de me focaliser sur une de ces priorités-là. À la fin de la semaine, t'en as peut-être fait 2 ou 3. Mais ne serait-ce que 2 priorités accomplies chaque semaine pendant 1 an, ça fait 100 priorités, 100 moments dans ton année que tu as consacrés aux choses qui sont vraiment importantes pour toi. Tu passes pas la même année. Et alors, tu parles de priorité, c'est quoi? C'est une action? C'est un objectif? Pour moi, une priorité, c'est ce que tu considères comme étant vraiment important. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais il se trouve que j'ai une mère juive, et c'est important pour moi de l'appeler toutes les semaines. Si je l'appelle pas toutes les semaines, un jour il va se passer un truc. Elle va me dire qu'est-ce qui t'arrive. Une fois elle m'a fait la blague, tu dois la connaître, ça fait 39 jours que j'ai pas mangé. Pourquoi tu manges pas? Elle me dit je voulais pas avoir la bouche pleine pour le jour où tu m'appellerais, tu vois. Alors bien sûr qu'elle mangeait, c'est juste elle voulait me culpabiliser en bonne maman qu'elle est. Mais voilà, ça fait partie des choses importantes. C'est facile quand tu es entrepreneur, quand tu commences à être père de famille, de perdre un peu le fil, de perdre le lien avec tes parents, avec les personnes importantes de ton entourage, parce que tu es focalisé sur le boulot, parce que tu es focalisé sur... Voilà, je sais que tu es papa d'une petite fille de 5 ans, moi-même, ma fille a 4 ans et j'ai un fils qui a 4 mois, donc c'est vrai que je passe le plus clair de mon temps entre mon boulot et m'occuper de mes enfants, et du coup, dans ce parcours-là, par exemple, je peux perdre de vue mon couple. Donc, chaque semaine, me poser la question, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de me dire, là, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais faire dans mon couple pour le faire revivre un petit peu, pour
entretenir la flamme. Si je me pose pas la question de temps en temps, personne ne la posera pour moi. Donc tu vois, une des priorités, ça peut être ça. En fait, ce qu'on fait, c'est que on identifie toutes les casquettes, tous les rôles qu'on joue dans la vie. Donc, père de famille, conjoint, fils, meilleur ami, parrain, marraine, citoyen engagé, si une cause politique ou je sais pas, climatique nous est chère, et d'identifier pour chacune de ces casquettes des grandes priorités. Et après, ça c'est sur le trimestre. Et à la fin, donc on a toutes nos grandes priorités sur le trimestre, et on va essayer de décliner ça en plan d'action qu'on va dérouler sur 13 semaines. Et donc, en principe, quand tu fais ce travail-là, tu passes un long moment à identifier tes priorités du trimestre, et chaque semaine, tu vas passer 1 heure à 2 heures à te poser les questions de quelle a été la semaine qui vient de passer, quelle priorité du coup tu as pu accomplir sur cette semaine-là, et du coup anticiper la semaine qui vient. Dans la semaine qui vient, finalement, quelle casquette je vais porter cette semaine-là, et quelle priorité je vais essayer d'accomplir, à quelle priorité je vais me consacrer. Et quand tu fais ça, alors ça peut paraître un peu mécanique, ça peut manquer de spontanéité, en réalité, ça te permet d'éviter de laisser le lien se distendre, de laisser des choses sur lesquelles il n'y a pas d'échéance complètement disparaître de ta vie. Alors, tu as prononcé un mot tout à l'heure qui m'a interpellé. Okay. Tu as parlé de parcours, ça m'évoque le parcours de vie, le voyage. Et ce principe de voyage, de destination, je crois que c'est quelque chose que tu évoques avec tes clients également. Et qu'est-ce que tu leur proposes comme voyage? Comment définir leur voyage? En fait, tout le travail que je fais avec mes clients, c'est un voyage en lui-même. Si tu veux. Il y a toujours un objectif, une arrivée. Et j'ai coutume de dire que l'arrivée compte moins que le voyage lui-même. Dans mon corps de métier, j'apporte pas des solutions, j'apporte des questionnements et j'aide mes clients à essayer de se poser justement les bonnes questions et à trouver comment prendre de nouvelles habitudes pour pouvoir générer un chiffre d'affaires pour leur cabinet ou pour pouvoir décider en toute connaissance de cause, en tout cas prendre des décisions pour leur carrière. Bon. Prendre des nouvelles habitudes, c'est quelque chose de long. Et ça demande un investissement aussi, personnel. L'objectif qui est d'arriver à un endroit X, enfin je sais pas, on va dire, je voudrais que mon cabinet génère 200 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires de plus que l'année précédente. Et le fait d'installer dans mon cabinet une vraie gouvernance entrepreneuriale avec une identification des grands piliers sur lesquels je vais devoir me consacrer, les fameuses casquettes dont je parlais tout à l'heure, les grands rôles que je vais avoir en tant que communicant, en tant que marketeur, en tant que commercial, en tant que en recherche et développement, en faisant une veille concurrentielle de ce que font les autres avocats, etc. Tout ce temps-là, je ne le passe pas en général parce que je me focalise sur mon cœur de métier. Et le chemin que je vais faire avec mes clients pour leur permettre de prendre conscience des différents rôles, des différentes casquettes qu'ils sont censés porter quand ils sont chefs d'entreprise, et de les aider à prendre les habitudes de surveiller, c'est tout bête, mais tu vois, de surveiller les bons indicateurs pour voir si ça va dans le bon sens, c'est un truc qu'ils font jamais, quasiment jamais. Bah, identifier les indicateurs et ensuite les surveiller pendant plusieurs semaines pour voir si les choses vont dans le bon sens, pour ne pas se réveiller à la fin de l'année en disant mais c'est bizarre les gars, on a un trou dans la raquette, il manque 200 000 euros dans les comptes, et pouvoir réagir, j'ai envie de dire quasi quotidiennement à un indicateur qui baisse, c'est un chemin. Et ce chemin il se termine finalement jamais. Le jeu il se termine jamais, c'est un jeu infini. Il y a un concept qui parle justement de cette distinction entre le jeu fini et le jeu infini. Un jeu fini, un match de tennis, bah, c'est 5-7. Les règles du jeu, c'est les mêmes pendant tout le match, ça change pas. Et les joueurs jouent un match, et à la fin du match, il y en a un qui gagne et un qui perd. Bon. Un match de foot, c'est 90 minutes, plus les prolongations, plus les tirs au but. Je fais référence à un match récent qu'on a peut-être en mémoire, toi et moi. Mais voilà, ça c'est un jeu fini, si tu veux. Les règles du jeu, elles changent pas en cours de route, c'est les mêmes pour tous, à la fin, il y a un gagnant, un perdant. Dans la vie, dans les affaires et dans la vie perso, le jeu, il est infini. Les règles de jeu, elles changent tout le temps. Le jour où tu as ton premier enfant, tu vois que les règles de jeu, elles ont changé, quoi. Puis le jour où tu as le deuxième, tu verras, c'est un autre level aussi. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que si tu veux jouer à ce jeu infini avec les règles du jeu fini, ou avec la mentalité du jeu fini, tu pars perdant. Le jeu infini, c'est être capable de s'adapter au voyage, quelle que soit l'arrivée. Alors c'est bien d'avoir une ligne de mire, de se dire il faut viser la Lune, mais au pire, si tu n'arrives pas dans la Lune, bah, tu te raccrocheras aux étoiles, comme disait Oscar Wilde, tu vois. Donc, Mickaël, une dernière question. Qu'est-ce que tu peux nous recommander sur l'équilibre pro-perso? J'ai aucune hygiène.
pro-perso aujourd'hui, quelle est la première étape que je dois mettre en place? J'ai envie de dire fous-toi la paix. Pardon, mais ça va peut-être à l'encontre du message principal, mais on entend beaucoup de discours injonctifs. Si tu sens que tu es dans un moment où tu te sens débordé, dis-toi que tout passe. Ça va passer. Déjà, le fait d'avoir passé là ces quelques minutes à nous écouter et à regarder cette vidéo, bah, c'est déjà voilà, des minutes investies pour toi. Donc, plutôt que de donner un conseil, j'aimerais poser une question. Là, dans les heures et dans les jours qui viennent, qu'est-ce que tu pourrais faire pour sortir la tête de l'eau un peu? Sur quoi tu pourrais te focaliser d'important et qui te prendrait juste 10 minutes? Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand je te dis ça? Et après, je crois que la réponse, tu l'as toi-même, quoi. Mickaël, merci pour tes merci à réponses. toi. On peut te retrouver sur ton site internet, je mettrai les informations dans la description. Et n'oubliez pas, c'est le voyage qui compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter la vidéo afin de poursuivre les échanges, à vous abonner à la chaîne ou à la newsletter pour être prévenu des prochaines vidéos. À bientôt.